bonsoir, c'est l'heure de votre 13h à la une de cette édition. Cette table ronde à venir sur la gestion de l'éclairage public. La phase préparatoire a déjà démarré. Les autorités en charge de l'énergie et les membres de la NCB s'activent pour en faire un événement réussi. On parlera également dans ce journal de cette main tendue du Fonds d'appui à la solidarité nationale aux couches vulnérables. Enfants, étudiants et personnes en situation de handicap ont reçu des enveloppes financières et des kits scolaires. Enfin, dans ce 13h, on vous emmènera dans l'univers des influenceurs, ces stars du web nées grâce à Internet. Qui sont-ils au Bénin et que font exactement ces icônes de l'Internet? On les retrouve en milieu d'édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction Porto Novo, Cécile Marie-Josée de Dravo Zizidoré, présidente de la Haute Cour de justice, a été reçue en audience ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. L'hôte de Louis, Guerounou Vlavonou, est venu lui présenter ses civilités et plaider pour que le Parlement appuie la haute juridiction dans l'application de la procédure de poursuite devant la Haute Cour de justice. Suivons ici un extrait de la déclaration de la présidente de la Haute Cour de justice à sa sortie d'audience. Depuis l'existence de cette cour, elle a du mal. Sinon, qu'elle tarde à fonctionner. Et pourquoi elle ne fonctionne pas? Les tests existent. Mais dans l'application effective des tests, et surtout en ce qui concerne la part qui revient à l'Assemblée nationale, il y a des difficultés. Nous sommes venus voir aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale pour un plaidoyer en ce qui concerne cette loi organique qui met en place la procédure de jugement afin que ce qui constitue des goulots d'étranglement soient revus, soient enlevés ou bien assouplis, pour permettre quand même que la Haute Cour de justice fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, l'affaiblissement d'une institution, disons l'affaiblissement de la Haute Cour de justice, elle sera très préjudiciable à l'état de droit. Parlons maintenant de cette réunion de la conférence administrative départementale du Mono qui s'est tenue ce mercredi 18 septembre dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Entre autres sujets de discussion, la réforme de la gestion du patrimoine non financier de l'État. Ghislain Pogué, Olviga Messon pour le point. 9e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale du Mono. La réunion rassemble les directeurs départementaux des ministères sectoriels en poste dans le département autour du préfet pour discuter des problèmes liés au département. Nous avons échangé sur les nouvelles orientations de la gestion du patrimoine non financier de l'État. Nous avons échangé sur les observations et fait une harmonisation sur les activités du programme annuel d'assistance aux communes. Ils ont suivi également une communication sur les nouvelles orientations de gestion du patrimoine non financier. Communication présentée par une équipe du ministère de l'économie et des finances qui a fait le déplacement pour l'occasion. Ce que nous venons, c'est de les informer que la comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaire, que nul ne peut gérer les biens publics aujourd'hui sans tenir une comptabilité des matières, qui n'est rien d'autre qu'une comptabilité d'inventaire. La réforme veut conduire à la présentation du bilan patrimonial de l'État. Et pour atteindre ces objectifs, alors chaque administration doit envoyer les informations concernant son patrimoine vers la direction qui s'occupe de la centralisation. Le premier niveau de centralisation est au niveau des ministères, donc on parle là de comptable principal. Et après, nous remontons maintenant au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est là où on trouve le comptable centralisateur qui présente le compte central de l'État. La réforme est préconisée par l'Union économique ouest-africaine pour mettre fin à l'ancien système porteur d'insuffisance. Pas de professionnalisation des acteurs qui géraient les matières, pas de niveau de centralisation des informations, pas de définition précise des corps de nomination. Les livres journaux n'étaient pas tenus à jour.
La réforme actuelle veut conjuguer ces insuffisances au passé et rendre la comptabilité des matières plus efficace dans l'administration publique au Bénin. Et puis, Bordeaux accueille l'année prochaine le sommet Afrique-France, ville durable et territoire. En prélude à cette rencontre internationale, l'ambassade de France et le ministère du cadre de vie organisent des journées de réflexion sur le thème « Vivre en ville, vivre la ville ». Jean-Claude James et Brice Thibozo étaient à la cérémonie de lancement de ces journées. Regardez. Les villes en débat, spécialistes de l'environnement et acteurs politiques y participent le temps de ces assises qui doivent baliser le terrain pour le rendez-vous de 2020. Ces journées viennent en continuité d'événements préparatoires au prochain sommet Afrique-France, ville durable et territoire, qui se tiendra à Bordeaux l'année prochaine, en 2020. Il permettra d'aborder les problématiques communes aux villes, africaines et françaises, au-delà des spécificités de chaque contexte, et sera tourné vers l'engagement, l'action, les réalisations, afin de répondre aux défis des villes d'aujourd'hui et de demain. L'enjeu est planétaire. D'ici à 2040, l'Afrique comptera près d'1 million de citadins et portera plus de 50% de la croissance mondiale en 2050. Le Bénin a alors pris conscience des défis et s'est engagé dans la promotion de villes durables. Je suis heureux de savoir que ces préoccupations et cet engagement du gouvernement à promouvoir la ville et le territoire durable trouvent un écho favorable auprès de la France, qui a fait le choix pertinent de placer le prochain sommet France-Afrique de juin 2020 sur la question de la ville durable. C'est la preuve que les défis ainsi soulignés ne peuvent être relevés que dans un élan de solidarité mondiale, de partage d'expériences et d'initiatives communes. Ce combat pour les villes du futur s'appuie sur les 17 objectifs de développement durable, notamment le numéro 11. Ce communiqué, avant de poursuivre ce 13h en exécution des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 31 juillet 2019. Le ministre du Travail et de la Fonction publique invite les 231 agents contractuels de droit public de l'État recrutés en décembre 2014 et ayant précédemment servi au ministère de l'Économie et des Finances à une séance de travail qui aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 à 15h30 dans la salle de conférence des tours administratives. Ce communiqué est signé par le ministre en charge de la fonction publique, Adigatou Matisse. Je vous le disais, dans les titres, la phase préparatoire de la table ronde sur la question de l'éclairage public au Bénin a démarré. L'événement a réuni les autorités en charge de l'énergie et les membres de l'Association nationale des communes du Bénin. Patrick Ayadi, Alexis Kenom. On a l'habitude de parler que des trains qui arrivent en retard. Sans prendre de gants, ils font l'autopsie d'une problématique d'intérêt public. Les acteurs impliqués dans la gestion des éclairages publics préparent activement la table ronde du 24 octobre prochain. Je pense que vous avez, monsieur le ministre de l'Énergie, pris cette bonne initiative d'amener tout le monde autour de la même table. Pris cette bonne initiative qui permettra aux acteurs de dialoguer, parce qu'on parle de table ronde, donc de dialoguer. Chaque acteur, de par sa position, pourra se prononcer, partager ses idées pour que les solutions qui seront retenues soient les solutions les plus consensuelles pour permettre que dans quelques années ou dans quelques temps, on puisse se dire, bon, il y a une meilleure entente, il y a une meilleure collaboration, une meilleure coopération. Une collectivité locale bien éclairée, c'est une arme de plus contre l'insécurité et la volonté du chef de l'État d'unir les acteurs directs autour de cette épineuse question devient prépondérante. Les diagnostics ont été posés par tous les acteurs qui sont concernés par le sujet. La table ronde, il sera question dans un premier temps de faire une lecture de la loi qui est en vigueur aujourd'hui et qui date de 1999, qui a été en temps révisée en 2004 et en 2010, et ensuite de sortir les points forts et les points faibles pour pouvoir permettre effectivement que la question de la décentralisation de ce volet de la gestion du secteur de l'énergie électrique puisse être efficace. Je sais que cette éclairage public pèse un peu sur nos communes, sur nos budgets. Cette table ronde va trouver les moyens de financement
pour que perdure l'éclairage public et que surtout l'énergie solaire soit privilégiée dans les villes, dans les lieux de concentration auxquels les maires ont le devoir d'organiser des cellules de sécurité sur ces éclairages publics et d'empêcher le vandalisme qu'on note actuellement. C'est un sujet éminemment partagé et souvent controversé et qui devient et qui est devenu une préoccupation du chef de l'État et qui souhaite que nos villes soient non seulement durables mais plaisantes et éclairées pour être plus sécurisées pour nos concitoyens. La démarche du ministre de l'Énergie fait l'unanimité dans le rang des autorités communales. Cette rencontre aujourd'hui vient à point nommé pour préparer effectivement à cette table ronde où les problématiques seront posées. Qu'est-ce que les communes doivent faire pour accompagner l'État central? C'est un problème de densification, d'extension, ainsi de suite. Mais c'est un travail de longue haleine parce qu'il y a d'énormes besoins. Et au cours de la table ronde, nous allons établir les priorités et accompagner le gouvernement et dans le suivi de la mise en œuvre des résolutions pour que, effectivement, les populations à la base soient satisfaites. Nous devons participer ardemment à cette table ronde pour que les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui puissent trouver solution. Vous savez, dans certaines villes aujourd'hui, malheureusement, la norme, c'est que le jour, vous avez les lumières qui sont allumées, la nuit, les lumières sont éteintes. C'est paradoxal, mais c'est ça aussi la réalité. Vous voyez? Donc il faut qu'on discute tout ça là. Pourtant, les factures nous parviennent. Je me réjouis de l'ouverture du ministre de l'Énergie, du DG de l'ASIBE et de tous les acteurs. Ouverture qui nous rassure. Les termes de référence du projet exposé, la date du 24 octobre 2019 sera celle de la définition d'une nouvelle feuille de route à transmettre au gouvernement. Venir à bout de la transhumance grâce à des champs de culture fourragères propres à chaque éleveur, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en fait une priorité. Il s'est rendu en fin de semaine écoulé dans un champ fourrager situé dans la commune de Basila. Gaston Dossoui, accompagné d'une délégation, a fait le tour de l'espace Calvador, Arwanou et Monel Benameto pour le point de cette tournée. 15 hectares, c'est la surface ici consacrée à l'expérience qui a démarré en 2012. Le projet est né, selon son initiateur, de l'envie de faire prospérer ses affaires. Il ne se sera pas trompé car l'initiative a fait mouche. Alpha Goudi confie ne plus être confronté aujourd'hui aux conflits liés au déplacement des bêtes. 327 bovins et 47 ovins se nourrissent des cultures fourragères issues de cette exploitation. De quoi susciter l'admiration du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons pris la décision de travailler pour sédentariser l'élevage des ruminants. Pour ça, il faut des champs fourragers. Ce que j'ai vu ici m'incite à dire quel appui on peut lui apporter. Lui, il a un pâturage ici pratiquement naturel. Il a cultivé bien sûr, mais il l'utilise de façon ordinaire. Il peut en faire une source d'économie avec des équipements pour tailler, faucher périodiquement, fertiliser et faire encore une deuxième coupe avant l'arrivée de la saison sèche. Il va faire des tas d'aliments, de fourrage pour le bétail. Je pense que si vous revenez ici l'année prochaine, on aura une autre physionomie de cette exploitation que nous allons densifier. Ce projet innovateur devrait inspirer d'autres éleveurs. Je voudrais pouvoir organiser des visites ici guidées pour que les gens puissent dans l'expérience de ceux-ci, pour que ceux qui ont de grands troupeaux et de l'espace autour de leur maison puissent les mettre en valeur de cette façon. On va mettre les animaux sur place, on va pouvoir les sédentariser et ils vont pouvoir donner le bénéfice de l'exploitation. La transhumance crée chaque année de nombreux dégâts humains et matériels. Multiplier l'expérience serait donc un pas pour enrayer ce fléau.
Voyons à présent le dossier de ce journal. Le développement de l'Internet a vu naître au Bénin des stars du web. Elles sont les idoles des jeunes et impactent leur quotidien. Leurs posts sont vus et repris par des milliers d'entre eux. On les appelle les influenceurs. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Notre rédaction a décidé d'aller à la rencontre de ces icônes de l'Internet pourvoyeurs d'emploi. C'est ici, dans ce studio situé à quelques kilomètres du centre-ville de Cotonou, que Frida Axel Kenom fait ses shootings. La star du web y a construit son univers qui fait rêver ses milliers d'abonnés. Au total, 100 000 personnes la suivent au quotidien. Mes abonnés sur Facebook, ils aiment la Frida motivatrice, la Frida qui envoie de la bonne humeur et tout ça. Et mes abonnés sur Instagram, ils aiment la Frida Fashion, celle-là qui chaque jour montre un nouveau style vestimentaire. Frida sur la toile, ce sont des vidéos de reprises de chansons d'artistes qui motivent. C'est également des photos tendances et créatives, car pour ses abonnés, la titulaire d'une licence en marketing et communication commerciale ne tarit pas d'idées. Elle a pour ce jour prévu un menu royal. C'est quoi le thème déjà? C'est reine arabique. Voilà. À la reine Néfertiti. Voilà. Après quelques minutes de make-up, la voici transformée. C'était vraiment ça l'idée originale. C'était ce que nous a proposé donc le photographe, c'était ça. Et on a eu ça. Une photo sera prise puis postée sur ces différents canaux. Et de l'autre côté des écrans, elle sera partagée et commentée par ses fans qu'elle fascine. Tous les jours, quand tu te lèves, tu vas même sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou comme Instagram, pour voir si elle n'a rien posté, parce que vraiment, elle nous motive à aller de l'avant, à travailler. La bonne humeur tout le temps. Tout le temps. La vie n'est pas toujours rose, mais avec elle, on garde toujours le sourire. J'étais pas partie pour être présente réellement sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était sur un coup de tête, c'était comme on dit, juste pour le fun. Voilà que j'ai commencé à partager des vidéos de motivation donc à travers ces chansons. Et c'est parti très vite, ça a été très très viral. Frida est ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur, un nouveau métier né grâce à une présence digitale. On dira que c'est toute personne qui est capable de produire de l'information et à travers cette information, elle peut influencer les comportements des consommateurs et ceci dans un espace donné. Il existe 3 catégories d'influenceurs. Au Bénin, celui qui a 1000 abonnés, par exemple Facebook, on dira qu'il est déjà un nano-influenceur. Et quelqu'un qui a 10 000 abonnés, on dira qu'il est un micro-influenceur. Celui qui a peut-être 100 000 abonnés, il est déjà un macro-influenceur. Mais vous comprenez que celui qui est macro-influenceur dans un environnement comme celui du Bénin, où nous avons à peine 3,5 millions d'abonnés sur Internet, celui-là sera certainement aux États-Unis un nano-influenceur. Yo, salut tout le monde, bienvenue sur le numéro. Comme Frida, les jumeaux d'Osuyovo, appelés les Twins, sont influenceurs. Leur spécialité, la critique musicale. Au départ, c'était un jeu. C'était un jeu parce que je me rappelle encore de ce fameux jour où on a pris la décision de critiquer un son. Je me rappelle bien, c'était le son de Tok Bayeton. C'était la première son, les débuts de Tok Bayeton. C'était notre première critique. Et après 2 ou 3 publications sur Facebook, on s'est rendu compte de l'engouement que les gens avaient derrière la chose. Et on a eu tellement d'appels cette nuit-là qu'on s'est dit, on peut faire quelque chose de beau avec ça. Le secret des Twins, la rigolade est forcément sa plaie. Critique, mais la façon dont on critiquait aussi, ça c'est rigolo, c'est dans un humour à nul autre pareil. Ce n'est pas sérieux au fait. On te sermonne, mais tout en rigolant, c'est pas sérieux, donc on digère ça facilement. Désormais, avec plus de 10 000 abonnés, les managers d'artistes et autres frappent à leur porte. C'est un business qui nourrit son homme. Financièrement, c'est pas mal. Financièrement, ça paie la scolarité des enfants. Voilà. Financièrement, ça paie la popote.
Financièrement, ça s'achète des vêtements. Oui. Financièrement, ça se fait des projets de construction. Ça n'a pas la fin du mois avant de percevoir. C'est en postant également du contenu attrayant que Frida Axel Kenom a séduit des marques. Le métier d'influenceur, pour en vivre réellement, eh ben, il faut avoir de gros contrats avec les grandes marques. Voilà. Si, c'est totalement le cas. Je suis quand même ambassadrice d'une marque de textile. C'est parce que cette marque-là a compris que en se collant à Frida, en se collant au personnage que j'incarne, eh bien que cette marque-là pourra donc toucher beaucoup plus de personnes, jeunes comme plus âgées. L'air de rien, ils gagnent bien leur vie grâce à Internet. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le métier d'influenceur fascine et fait rêver plus d'un. Il se révèle comme une véritable porte ouverte à l'auto-emploi. Toujours dans ce 13h, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a organisé sur le parking des camions poids lourds une séance de sensibilisation à l'endroit des transporteurs routiers. Il s'agit de manière spécifique de la vulgarisation des textes réglementant le transport routier des personnes et des biens en République du Bénin. L'objectif est de mettre au même niveau d'information tous les acteurs de la chaîne des transports sur les règles qui régissent le sous-secteur. Michel Egbe et Dorcas Tito. Aujourd'hui, Agence nationale des transports terrestres, pour mieux répondre aux... Ils sont sensibilisés sur les droits et devoirs qui régissent leur profession. Les conducteurs de véhicules poids lourds de transit interurbain et même des taxis-motos prennent ainsi connaissance des règles et lois qui réglementent le sous-secteur des transports terrestres au Bénin. Honnêtement parlant, nous n'avons pas de temps consacré à la lecture de ces lois-là. Et si l'Agence nationale des transports aujourd'hui décide de nous réunir et de nous sensibiliser par rapport à ces tests pour que nous prenions réellement connaissance de ces tests, de ces lois, pour les respecter désormais sur nos voies. Et après cette séance, c'est faute zéro sur nos voies, ne serait-ce pour les conducteurs de voitures. Faute zéro sur les routes qui passent par une maîtrise et une application des textes en vigueur. Lorsqu'on prend un conducteur de véhicule, les pratiques normales, les pratiques vertueuses que ce conducteur doit avoir, il faut que ça soit porté à la connaissance de ce dernier. Quand on prend un transporteur, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, depuis 1969 jusqu'à ce jour, que nous avons confondu beaucoup plus les transporteurs de fait et les transporteurs de droit. Le tout ne suffit pas de s'acheter un véhicule pour se prévaloir le droit de transporteur. Mais il faut que l'intéressé soit préalablement autorisé par le ministre en charge des infrastructures et des transports. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer de partager avec les acteurs ces différents tests qui encadrent le sous-secteur des transports, qui orientent beaucoup plus les acteurs vers la professionnalisation. Cette vulgarisation des textes prend également en compte le guide du conducteur routier, un document élaboré par le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État à travers l'Agence nationale des transports terrestres. Dans un tout autre registre, retenez que les couches vulnérables ont reçu le soutien du Fonds d'appui à la solidarité nationale. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé autour de la ministre des Affaires sociales, des enfants, des étudiants et de même que les personnes handicapées. Des enveloppes financières et des kits scolaires leur ont été distribués. On fait le point avec Jean-Claude James. Un sourire, l'expression de la joie, celle ressentie par 132 bénéficiaires de ce geste du Fonds d'appui à la solidarité nationale. 45 étudiants handicapés, non boursiers et non bénéficiaires de secours de l'université d'Abomey-Calavi à raison de 100 000 francs CFA par étudiant. 7 personnes handicapées bénéficiaires d'appui financier
de prise en charge des frais de soins chirurgicaux et ou d'appareillage variant entre 79 000 et 600 000 francs CFA selon les cas. 30 patients stabilisés de centres de prise en charge psychiatrique qui recevront chacun un appui financier de 50 000 francs CFA pour l'exercice d'activités génératrices de revenus. 50 orphelins et enfants de haute vulnérabilité bénéficiaient chacun de kits scolaires d'un montant d'environ 50 000 francs CFA. Selon le directeur général du fonds, c'est l'aboutissement d'un long processus. Il a connu l'implication de plusieurs structures pour faciliter la sélection des bénéficiaires qui sont animés d'un sentiment de reconnaissance. Madame la ministre, votre nomination intervient à un moment où nos attentes sont nombreuses. Ces appuis témoignent de la solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes handicapées et leur permet de participer au développement de notre nation commune. Soyez-en remerciés, Madame la ministre, vous et le gouvernement que vous représentez. C'est le moment de réaffirmer une fois encore mon engagement à contribuer activement et efficacement aux côtés du chef de l'État à la mise en œuvre de sa vision éclairée en matière de protection sociale et de solidarité. Plus de 11 millions ont été déboursés pour témoigner cet élan de solidarité envers ces personnes. Les autres régions du Bénin recevront bientôt l'équipe du fonds pour le même exercice. Clôturons ce 13h avec l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Elle a organisé un atelier de dissémination des résultats du projet Transform Phare à Cotonou. C'est un projet quinquennal financé par l'USAID qui a pour objectif d'aider les jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées, également de les prendre en main à vie. Regardez ce sujet signé Ariane Da Silva. Transform Phare est mise en œuvre au Bénin par l'ABMS, l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration des connaissances des jeunes filles en santé sexuelle et reproductive et à leur autonomisation. Dans ce cadre, une académie de l'artisanat a été créée pour elles. On a appris beaucoup de choses, fabrication des pelles, en collier, aussi en pain. On a fabriqué les sacs, comment faire les sacs en pain, comment fabriquer aussi les boucles d'oreilles, 4 pièces en pelle aussi. Quand j'ai commencé cette formation, si on nous apprend quelque chose, arriver à la maison, j'essaie de faire des efforts et faire quelque chose que je peux. Actuellement, je vends déjà quelques objets. Nous avons eu un grand impact parce que les connaissances des filles se sont nettement améliorées à l'issue des 4 mois d'activité. Et certaines filles ont commencé par fabriquer et vendre des objets et elles commencent par avoir des ressources pour avoir une certaine autonomie. Et ce qui est important, c'est que pendant les activités que nous avons menées, elles ont reçu des formations, des connaissances pour éviter de tomber enceinte de façon inattendue. Transform Phare est un projet financé par l'USAID. L'USAID, en finançant ce projet au Bénin, vise à apporter sa contribution à l'amélioration de la santé de la jeunesse et partant de sa condition de vie en lui donnant les moyens de recréer son avenir. Transform Phare est mise en œuvre dans 4 communes du Bénin. Il s'agit de Sakété, Pobé, Boïkon et Zayanado. Le projet prend en compte les jeunes filles de 15 à 24 ans et intervient également dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi.